La salle d'audience de Manhattan s'est ouverte dans une tension palpable en ce 8e jour du procès de Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy. Les caméras sont interdites à l'intérieur, mais ce matin-là, les murmures étaient plus bruyants que jamais. Le public, les journalistes, les observateurs, tous retenaient leur souffle, car la journée s'annonçait explosive et ils n'allaient pas être déçus. Dès les premières minutes, le ton est donné. Avant même que le jury n'entre, les avocats de la défense tentent de faire valoir leurs objections concernant le témoignage de la docteure Dawn Hughes, mais rien ne filtre dans le dossier public. Et c'est là que Matthew Russell Lee, le journaliste judiciaire d'Inner City Press, intervient. Il dénonce publiquement l'absence de transparence, des centaines de pièces, de motions, de documents, tous indisponibles pour le public. Une situation inhabituelle, même pour lui qui couvre les plus grandes affaires du tribunal fédéral de New York. Mais lorsque le jury s'installe, le témoignage de l'agent spécial Gérard Gannon reprend. Membre du département de la sécurité intérieure, il fait partie de ceux qui ont mené la perquisition spectaculaire dans la propriété de Diddy à Star Island, à Miami. Ce qu'il décrit est glaçant. Il commence par énumérer les objets saisis, des talons aiguilles et des articles à caractère sexuel soigneusement rangés dans le dressing principal, 3 téléphones portables dissimulés dans une paire de bottes, un sac Gucci contenant un flacon en plastique blanc avec des résidus de méthamphétamine liquide et de MDMA, des pilules marquées du logo Tesla contenant du Xanax, un billet de $100 porteur de résidus de cocaïne. Le plus dérangeant, une boîte en bois sombre avec le mot Puffy gravé sur le dessus. À l'intérieur, selon l'agent Gannon, des dizaines de bouteilles, 31 de lubrifiant Astroglide, 25 d'huile pour bébé. Mais ce n'est pas tout. Une arme à feu, un modèle AR-45, est retrouvée soigneusement emballée dans une serviette et rangée dans une valise. Le jury observe en silence pendant que Gannon expose les balles devant eux. La défense tente alors de minimiser l'impact. L'avocate questionne Gannon. « N'avez-vous pas su, au moment de la perquisition, que Diddy quittait le pays avec ses filles ?» Objection, mais la question reste dans l'air. Ils insistent. « Saviez-vous que les cibles de l'enquête ne seraient pas présentes ?» Objection rejetée. Les détails se précisent. L'opération a été planifiée avec une précision militaire. Les agents sont arrivés par voie terrestre et maritime, utilisant des véhicules blindés, des bateaux. 80 à 90 agents mobilisés selon Gannon. Pas tous en même temps, précise-t-il, mais suffisamment pour maîtriser la situation. 6 personnes étaient présentes dans la maison. Une seule a été maintenue en menottes plus longtemps. Elle ne coopérait pas. Puis vient le moment le plus visuel du témoignage, à la présentation des objets saisis, le sac Gucci, la boîte Puffy, la valise contenant l'arme. L'agent Gannon explique tout. Lorsqu'il montre la photo du studio de musique dans la maison d'hôte, on y voit un clavier, une console de mixage et l'inscription « Love » incrustée de bijoux. Un rappel troublant du changement de nom opéré par Diddy. Love, disait-il, même son dernier enfant portait ce prénom, mais l'image qui restera gravée, c'est celle décrite par la dessinatrice de la cour, Diddy, assis, tête dans les mains, écrasé par le poids des révélations ou bien calculant sa prochaine défense. À ce stade, le silence dans la salle est assourdissant et ce n'est que le début. Pendant que l'agent Gannon continue de témoigner, la défense essaie tant bien que mal de reprendre la main. L'un de ses arguments, en Floride, dont de nombreuses personnes possèdent des armes à feu. Mais le juge n'est pas convaincu. L'accumulation des objets saisis parle d'elle-même. Il ne s'agit pas ici d'un simple Floridien protégeant sa maison, mais d'un milliardaire avec une résidence transformée en ce que le FBI qualifie en interne de mini-pharmacie illégale. La défense tente un dernier recours, faire retirer de l'écran du tribunal certaines photos sensibles. L'un des avocats va même jusqu'à demander que seuls les visages floutés restent visibles pour ne pas nuire à d'éventuelles autres personnes. Une précaution peut-être, ou une panique discrète. Mais la journée prend un tournant inattendu lorsque la docteure Dawn Hughes est appelée à la barre. Psychologue spécialisée en traumatisme, elle est informée à la fois en clinique et en médecine légale. Elle a travaillé avec d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, traité des centaines de victimes d'agressions et témoigné dans des dizaines de procès. Son expertise est indiscutable. À la question « Pourquoi les victimes restent-elles ?» En Swing, sa réponse est simple mais percutante. Il existe des liens psychologiques
psychologique profond, des conséquences émotionnelles et mentales que peu de gens comprennent. Elle parle de peur constante, de dépendance financière, de honte et d'un processus insidieux appelé love bombing. L'agresseur inonde sa victime d'attention, de cadeaux et d'amour apparent, juste après l'avoir humilié ou frappé. Selon elle, ce cycle détruit l'estime de soi. Et il explique pourquoi une femme comme Cassie, même en public, pouvait sembler rester volontairement. Ce n'était pas un choix, c'était une emprise psychologique. La salle d'audience, pendant qu'elle parle, est suspendue à ses mots. Elle décrit des scènes que de nombreuses victimes reconnaîtraient, se faire dire où aller, quoi porter, avec qui parler. Elle évoque les tentatives multiples de départ, souvent échouées, et l'impact d'un environnement contrôlé par un homme puissant, riche, respecté. Mais elle va plus loin. Elle parle de la minimisation, ce mécanisme mental où la victime cherche à justifier l'agression. Il a eu une mauvaise journée, il avait bu, je l'ai peut-être provoqué. Ces pensées protègent la victime à court terme, mais l'enchaînent à long terme. À ce moment-là, le jury est captivé. Même les plus sceptiques penchent la tête, prennent des notes, fixent la Dreux avec attention. Elle est calme, posée. Elle ne cherche pas à dramatiser, elle expose, et ça frappe. Mais une interruption vient perturber ce moment, l'annonce soudaine de la comparution de George Kaplan. Kaplan est l'ancien assistant personnel de Didi. Jusqu'ici, il avait refusé de témoigner. Il invoquait le 5e amendement, son droit à ne pas s'incriminer. Mais à la surprise générale, les procureurs lui offrent l'immunité complète. Le juge signe l'accord, Kaplan le lit, le signe aussi, et là, tout bascule. Même si, dans cette première session, il n'a pas encore témoigné, sa seule présence sur le banc des témoins fait trembler la défense. Que sait-il? Que va-t-il dire? Pourquoi le protéger à ce point? Le parquet, de son côté, prépare déjà les documents pour présenter ses futures déclarations. Le public, les journalistes, même certains membres du personnel judiciaire semblent troublés. Kaplan, c'est celui qui, selon plusieurs sources, aurait géré les événements les plus sombres dans l'entourage privé de Didi. Et désormais, il va parler, mais ce n'est pas fini. Avant la pause du déjeuner, la Dreux reprend brièvement la parole. Elle évoque un dernier point fondamental, la mémoire traumatique. Contrairement à ce que beaucoup croient, une victime d'abus ne se souvient pas toujours des faits dans l'ordre, ni avec précision. Les souvenirs sont fragmentés, parfois flous, parfois déformés. Mais c'est justement la preuve d'un traumatisme profond. Pas d'un mensonge, la défense essaie de la déstabiliser. Ils évoquent le concept de malingering, cette possibilité qu'un témoin simule ou exagère ses symptômes. Mais la Dreux reste calme. Elle explique qu'elle a été formée pour distinguer le vrai du faux et que dans cette affaire, ce qu'elle a lu, vu et entendu correspond exactement au schéma connu d'abus et d'emprise. Et pendant que la pause est annoncée, la salle reste figée. Les mots de la psychologue, la présence de Kaplan, les photos, les objets, les armes, tout s'accumule, tout semble converger. Ce n'est plus un procès, c'est un démontage méthodique d'un empire construit sur le silence, la peur et le contrôle. Lorsque la séance reprend après la pause, toute l'attention se tourne vers George Kaplan. Il est désormais sous protection judiciaire, immunisé et prêt à témoigner. Même si son intervention reste brève ce jour-là, son nom claque dans l'enceinte du tribunal comme un avertissement silencieux. Les murs se rapprochent de Didi. Kaplan confirme avoir reçu une assignation à comparaître. Il reconnaît qu'il n'a pas encore lu l'ordre d'immunité en entier, mais son avocat assure qu'il l'a bien fait. Le juge lui demande s'il entend toujours invoquer son droit au silence. Kaplan répond oui. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Le gouvernement prépare déjà les premières pièces à conviction pour encadrer sa future déclaration. En parallèle, la docteure Dawn Hughes est toujours sur le grill. L'avocat de la défense, Jonathan Bach, tente de l'ébranler. Il insiste sur son expérience passée, sur le fait qu'elle a souvent témoigné contre des hommes dans des affaires similaires. Il veut la faire passer pour une experte partiale, presque militante, mais elle ne fléchit pas. À chaque attaque, elle répond posément en s'appuyant sur des faits scientifiques. Elle explique que ses analyses reposent sur des entretiens, des rapports médicaux, des observations croisées. Elle rappelle que chaque victime est unique, mais que les schémas d'abus, eux, sont souvent les mêmes. Elle décrit le lien traumatique, un attachement toxique entre victime et agresseur qui mêle peur, espoir et confusion. Elle parle aussi du syndrome de stress post-traumatique, des stratégies de survie, de la dissonance cognitive qui pousse les victimes à justifier l'injustifiable. Dans le public, on sent que le discours fait mouche.
Plusieurs jurés hochent la tête, certains griffonnent frénétiquement. La salle est tendue mais attentive. C'est alors qu'un événement imprévu se produit. La défense, croyant pouvoir discréditer l'accusation, mentionne à plusieurs reprises une femme, Gina Ann, identifiée comme la troisième victime présumée. Or, cette dernière refuse désormais de témoigner. Mais à force de la nommer, la défense ouvre une brèche inattendue. Le juge autorise finalement la lecture de ses déclarations écrites, à défaut de sa présence physique. Un choc dans la salle, car ces déclarations sont accablantes. Gina parle de contrôle psychologique, de violence sexuelle, de délocalisation forcée vers une île, loin des médias, juste après avoir collaboré avec les autorités. Elle évoque un isolement stratégique, une forme de disparition planifiée, dont le but évident était de l'éloigner de la justice. Et quand la défense tente de minimiser l'impact de ses propos, elle commet une erreur fatale. L'un des avocats laisse échapper qu'ils savent où se trouve Gina alors que le parquet officiellement l'ignore. Le malaise est palpable. La salle bruisse de murmures. Le juge, lui, prend note, car si la défense connaît sa localisation exacte, cela soulève des questions lourdes de sens. Gina est-elle surveillée, menacée, empêchée de venir? Dans cette affaire où chaque silence devient suspect, cette révélation agit comme un coup de tonnerre. Et pendant que le tumulte s'installe dans les travées, une dernière rumeur parcourt la salle. Le témoignage de Kid Cudi est imminent. Le nom du rappeur est prononcé avec précaution, presque avec crainte, car Kid Cudi avait déjà affirmé publiquement que Diddy avait fait exploser sa voiture. Il l'avait dit dans la foulée du dépôt de plainte de Cassie, et s'il accepte de le confirmer à la barre, ce serait l'un des moments les plus explosifs du procès. Le procureur fédéral, de son côté, reste discret, mais en coulisses, on s'active. Un ajout de témoins a été demandé. 2 nouveaux noms, dit-on, proches de la sécurité personnelle de Diddy, devraient être appelés à témoigner dans les jours à venir. 2 hommes qui, jusqu'ici, étaient restés dans l'ombre, loin des projecteurs. La journée touche à sa fin, les lumières baissent. Le juge lève la séance, mais personne ne se lève vraiment, le public est figé, comme si l'ampleur des révélations venait seulement d'être digérée. Diddy, lui, reste silencieux, tête baissée, visage fermé. Le 9e jour du procès promet d'être décisif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.